All rise, veuillez vous lever. The International Criminal Court is now in session. L'audience Cour pénale internationale est ouverte. Please be seated. Veuillez vous asseoir. Yes. Juge présidente, oui, bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous pourriez citer l'affaire, s'il vous plaît? Le greffier d'audience, bonjour Madame la Présidente, bonjour Mesdames les juges. La situation au Darfour, Soudan, dans l'affaire, le procureur contre Ali Mohamed Ali Abdel Rahman, référence de l'affaire ICC 02050120, et nous sommes en audience publique. La juge présidente, nous allons commencer par la défense. Maître Laouchi, bon, je ne pense pas que nous ayons besoin du barreau. Bonjour Madame la Présidente, bonjour Mesdames les juges, bonjour chers collègues. Aux côtés de Monsieur Ali Mohamed Ali Abdelrahman, présent dans la salle ce matin, nos stagiaires, Mesdames Claire Chauffard, Pénélope Fourès et Salomé Fischer, les assistants juridiques de la défense, Eva Kalb, Nina Guillou, Ahmad Issa, Anine Khali, Marcella Velarde et Camille Divet, la conseillère juridique de la défense, Madame Audrey Matteo, mon confrère Yann Edwards et moi-même, Cyril Laouchi, du barreau de Marseille. La juge présidente, je n'aurais jamais dû vous tenter, Monsieur Laouchi. Qu'en est-il de l'accusation, s'il vous plaît? Monsieur Nichols, bonjour. Madame la Présidente, bonjour à tout le monde. Même composition qu'hier, mais Monsieur Santana s'est joint à nous. La juge présidente, merci, Monsieur Nichols. Et puis en dernier lieu, la représentante des victimes, Madame von Wistinghausen. Bonjour Madame la Présidente, Mesdames les juges, chers confrères. Les victimes sont représentées aujourd'hui par mon confrère Anan Shah, mon gestionnaire de dossier Saïf Kassis et moi-même Nathalie von Wistinghausen du barreau de Berlin. La juge présidente, très bien. Je sais que c'est le dernier jour, mais bon. Merci beaucoup, Madame von Wistinghausen. Oui. Monsieur Edwards, bonjour Madame la Présidente. Alors après avoir, après m'être penché sur la question de la crédibilité, je me suis rendu compte que cela n'était pas exhaustif, mais j'aimerais maintenant vous parler des crimes qui ont été commis sur dans les trois localités, Kodom et Bindissi, Moukjar et Doleg. Et je vais m'y intéresser l'un après l'autre. Et j'aimerais en fait commencer par un élément qui concerne les trois lieux de crime. La défense avance que M. Abdelrahman n'était pas présent au moment des charges. Il n'est pas Ali Kouchaïb. Alors, est-ce que la personne qui répond au nom de Ali Kouchaïb était présente ou non? Nous n'en savons rien, mais tout ce que nous pouvons avancer, c'est que M. Abdelrahman, n'était pas présent. Alors, nous voyons donc que l'accusation, M. Nichols nous a parlé de son anecdote de la défense avec les 4 chiens, donc qui correspond à une défense à plusieurs niveaux. Un peu plus tard aujourd'hui, Maître Laouchi vous parlera en détail de notre défense. Mais il suffit de dire que oui, effectivement, sans vergogne et avec vigueur, la défense avance que M. Abdelrahman n'est pas Ali Kouchaïb. Il n'était certainement pas connu sous le nom d'Ali Kouchaïb en 2003-2004. Mais comme nous le disons dans notre mémoire en clôture, et nous le disons d'ailleurs depuis quelque temps maintenant, il est inévitablement devenu associé au sobriquet d'Ali Kouchaïb, indépendamment de sa volonté et malgré lui. Ces dernières années, donc, il a été associé à ce sobriquet. À la question de savoir, et c'est une question qui a toujours été fait l'objet d'une opposition entre l'accusation et la défense, c'est une question que les juges devront trancher. Nous savons, en tout cas d'après nous, nous espérons que les juges statueront dans un sens, mais nous savons aussi comment vous devriez juger de la question à la lumière de tous les éléments de preuve. Et notre équipe de défense
doit tenir compte de toutes les éventualités. Nous devons admettre que même si nous pensons qu'il serait très surprenant que vous concluez que M. Abdelrahman était bel et bien Ali Kouchaib et notre équipe serait extrêmement imprudente ou irresponsable si elle mettait tous ses œufs dans le même panier. Je suis désolé, je ne sais pas comment cela peut être traduit en arabe. Et donc, c'est tout à fait naturel. C'est la chose la plus naturelle pour la défense que de se préparer, d'avoir préparé le terrain sur la base des éléments de preuve figurant au dossier pour d'autres lignes de défense subsidiaires. Cela ne signifie en aucun cas qu'il s'agit là d'une concession, que vous allez dresser le constat que M. Mohamed Ali Abdelrahman et Ali Kouchaib, mais nous devons espérer le meilleur tout en nous préparant au pire. Nous sommes convaincus que vous le comprenez tout cela et nous sommes convaincus que l'accusation comprend cela, même si ils ont voulu donner l'impression qu'ils étaient surpris ou qu'ils ne croyaient pas à cette thèse. La défense donc avance un certain nombre d'arguments et nous espérons que cela ne sera pas retenu contre la défense ni contre notre client. Tout constat est selon lequel M. Ali Mohamed Abdelrahman, en tant qu'Ali Kouchaib, était présent et donc pénalement responsable des crimes commis sur les lieux, devrait être dressé sur la base de votre conviction au-delà de tout doute raisonnable. Pour notre part, nous disons que vous ne pouvez pas être persuadé au-delà de tout doute raisonnable sur la base des preuves, parce que la preuve examinée dans son ensemble ne permet pas une telle conclusion. Les preuves concernant chacune des scènes de crime et chacun des crimes qui lui sont reprochés, ainsi que les différents modes de responsabilité, ne sont tout simplement pas assez solides à notre sens. En ce qui concerne Koudoum et Bindizi, j'espère qu'il est ressorti clairement de notre position depuis le début que la défense ne conteste pas que les attaques contre Koudoum et Bindizi ont eu lieu. Les preuves que les attaques ont eu lieu sont claires. Nous ne contestons pas non plus que des innocents ont été brutalisés, tués, battus, violés, que des maisons ont été incendiées, pillées et que des villageois civils ont été contraints de fuir. Ces crimes terribles ont été commis. Des innocents en ont souffert. Et la défense de M. Ali Mohamed Ali Abdelrahman ne conteste rien de tout cela. De la même manière, nous ne contestons pas que des hommes ont été arrêtés, détenus à Moukchar et Delej et brutalisés, et que beaucoup d'entre eux ont été ensuite exécutés. Nous acceptons ce fait et nous sympathisons sincèrement avec les victimes, les familles des victimes, ainsi qu'avec les communautés des victimes en général. Mais notre thèse est en fait très simple. Aussi terribles qu'aient été ces crimes, ils ne peuvent pas être imputés à M. Ali Mohamed Ali Abdelrahman. Il n'était pas présent, les preuves ne créent pas de lien entre lui et les crimes qui lui sont reprochés, et par conséquent, il doit être acquitté des 31 chefs d'accusation auxquels il fait face. Quid Koudoum et Bindizi? Eh bien, selon nous, les éléments de preuve sont truffés de contradictions, d'incohérences et d'invraisemblances et de témoignages de témoins non fiables. Et il est tout simplement impossible de concilier tout cela d'une manière qui vous permettrait, mesdames les juges, d'être persuadés au-delà de tout doute raisonnable de la culpabilité de M. Ali Mohamed Abdelrahman s'agissant de Koudoum et Bindizi. Mesdames les juges, vous avez posé une question à l'accusation s'agissant des documents D et E. Je fais référence à la question que je vais afficher à l'écran dans un instant.
Je ne vais pas révéler d'éléments identifiants. Je fais référence à la question numéro 6. Documents D et E. Ces documents qui se rapportent à la destruction de Bindisi. L'accusation a évoqué ces lettres mercredi dernier. Pour notre part, notre thèse est que le récit de la manière dont la source a obtenu ces lettres est tout simplement ridicule. Si ce n'était pas si grave, le récit serait risible. Et vous vous souviendrez certainement des circonstances entourant ces lettres. C'est d'ailleurs une des caractéristiques les plus remarquables de cette affaire, puisqu'elle est vraiment unique et bizarre. L'accusation a tenté en vain de vous persuader de l'explication fournie par la source pour expliquer comment il a pu obtenir ces papiers. Ils ont essayé de vous convaincre que c'était raisonnable. Or, nous disons que les explications ne survivent pas au moindre examen. Si la vérité est que la source voulait ces documents, alors le moyen le plus simple, le plus rapide, le plus sûr d'obtenir ces documents aurait été de les emporter. Point final. Je ne préciserai pas à quel moment cela s'est produit, mais la source a vu les documents, ou aurait vu les documents, des années après la survenance des événements qui nous intéressent. Ces lettres n'étaient plus pertinentes, car elles se rapportaient à quelque chose qui relevait de l'histoire. On ne se serait probablement pas rendu compte de leur absence, et vous vous rappelez certainement de ce qu'a dit le témoin, de la manière dont il a pu cacher ces documents. Alors la question dès lors est celle-ci. Pourquoi est-ce qu'il n'aurait pas pu procéder de la même façon s'agissant des originaux? Il dit avoir caché les documents et on peut déduire de l'explication du témoin qu'il voulait que les documents ne soient pas découverts. Eh bien, il aurait pu faire la même chose s'il avait emporté les originaux. Il n'aurait pas pu courir plus de risques ou moins de risques. Donc, son explication de cette version décousue qu'il a présentée, eh bien, elle n'a aucun sens. Mercredi dernier, l'accusation a dit, rappelez-vous, la version est fantaisiste parce que les documents sont une fabrication en fait. La raison pour laquelle je me suis penché et étendu sur cette question, c'est parce que elle représente la genèse du lien entre entre Ali Koucheib et Bindisi, l'opération de Bindisi. Si ces lettres disparaissent, eh bien cette histoire s'effondre. Et le fondement même du lien de notre client avec l'opération Bindisi s'effrite. J'en arrive maintenant à la lettre ou aux lettres relatives à la zakat. Les détails sur l'origine de cette lettre qu'il a écrite, à qui elle a été remise, sont truffés d'incohérences. Si je vous parle des 3 témoins de l'intérieur qui auraient été impliqués dans les opérations de Koudoum et Bindisi, je suis sûr que vous savez de qui je veux parler. Et donc, ils n'ont pas réussi à clarifier leurs histoires en ce qui concerne cette lettre. 2 ont déclaré que la lettre avait été signée par Abdel Hakam. Le 3e a déclaré qu'elle avait été écrite par Torshein. Au paragraphe 389 du mémoire de la défense,
nous traitons de cette question, de la confusion quant à savoir si c'était Imeidan qui avait remis la lettre ou Ali Kouchaib. Il s'agit là d'incohérences et de contradictions frappantes. Et pourquoi? Parce que elles ne sont pas le reflet de ce qui s'est réellement passé. Il y a une incohérence frappante qui est difficile à résoudre. On peut penser que c'est banal, que ce n'est pas très important, mais à notre sens, ça l'est. C'est extrêmement important. Il s'agit de la question suivante. Ali Kouchaib, où la question concerne le mode de transport allégué d'Ali Kouchaib pendant l'opération de Kodom et Bindizi. Je veux rester en audience publique. Il y a au moins un témoin de l'intérieur qui a dit qu'Ali Kouchaib a rejoint le convoi environ 3 km du poste de police de Moukchar et qu'il était à cheval. Mais ce n'est pas ce qu'un autre témoin a dit. Le deuxième témoin a déclaré qu'il se trouvait dans un véhicule. Alors, d'où provient cette incohérence? Elle est difficile à résoudre. Il est difficile de comprendre comment quelqu'un pourrait être à ce point, se tromper à ce point entre la question de savoir si cet homme était à cheval ou s'il était dans un véhicule. Donc un deuxième témoin de l'intérieur a d'ailleurs déclaré que lui, Ali Kouchaib, Sameh, Choukourtalla et le premier témoin de l'intérieur ont quitté la base des CRF à bord de 2 véhicules. Il a déclaré sous serment qu'il ne connaissait pas Saballa, et le troisième témoin de l'intérieur. Et donc, qu'ils étaient dans un véhicule avec le premier témoin de l'intérieur, ainsi que 3 gardes, Daoudab et un chauffeur. Eh bien, c'est n'importe quoi. C'est le chaos total. Pourquoi? Pourquoi c'est n'importe quoi? Parce que c'est fabriqué de toutes pièces. Hier, j'ai évoqué les sources et les références que nous avions pour parler de la crédibilité des témoins. Je n'ai pas eu le temps de le faire. Dans notre mémoire, paragraphe 369, 349 et d'autres. Donc tout cela pour dire que ce témoin et sa déposition ne sont pas crédibles. Que savons-nous maintenant au sujet du début de l'opération? Nous savons que les villages de Nirli et Tiro étaient déjà en flammes avant l'arrivée du convoi et des témoins de l'intérieur, ce qui suscite un doute sur la question de savoir quelle force, au pluriel, et surtout, donc quelle force était responsable? La Chambre, votre Chambre ne peut faire fi de la possibilité que l'attaque sur ces 2 villages ou que d'autres groupes étaient impliqués dans ces attaques. L'un des témoins a parlé de Bonjous et de Sameh et que ceux-ci coordonnaient les premières attaques, mais selon nous, cela n'est pas aussi clair que l'accusation aimerait vous faire croire. Ce témoin ne pouvait pas entendre ce dont on parlait au téléphone lorsqu'il a vu Ali Kouchaib parler au téléphone et ne pouvait certainement pas comprendre de quoi il était question. Je fais référence à la transcription 80, pages 59 à 50. Et par conséquent, nous estimons que son témoignage est en grande partie spéculatif. Ce qui est clair toutefois, c'est que diverses personnes en position d'autorité, notamment Bonjous, un commandant des Janjaweed, Daoud Dahab, un Omda et émir des Moudjahidines, Hamoud Hamdan, Agid al-Ogada Bindizi, Sameh, un autre leader des Janjaweed, Hassaballah, ils étaient tous présents et impliqués dans les attaques contre Kodum et Bindizi. Nous n'avons pas de transcription en temps réel. Est-ce que vous l'avez? La juge présidente, je venais tout juste d'envoyer un message pour dire que ça ne fonctionne pas.
Intervention inaudible de Monsieur Nichols, hors microphone. Okay. La juge présidente, vous avez peut-être entendu qu'on y travaille, les techniciens y travaillent. Ce n'est pas très précis, mais bon, cela risque de prendre quelques minutes. Maître Edwards, je m'en remets à vous, je suis disposé à poursuivre. La juge présidente, je suppose qu'ils continuent de prendre des notes, ou non, pardon, qu'ils sont en train d'enregistrer. C'est juste que la transcription n'apparaît pas à l'écran. Je vous invite à poursuivre, monsieur. Maître Edwards. Maître Edwards, étant donné que nous contestons la présence d'Ali Kouchaib sur la scène de crime à Kodom et Bindizi, les crimes auraient été commis de toute façon, puisque il y avait d'autres responsables qui auraient pu mener les attaques en question de la manière dont les attaques ont été menées. Sa présence n'était pas nécessaire. Elle ne peut être justifiée dans le récit de l'accusation. L'accusation ne peut pas le prouver, parce que l'accusation ne peut pas dire que si ce n'était la présence de Ali Kouchaib à Bindizi, l'attaque n'aurait pas eu lieu. Sa présence aurait été tout simplement superflue. Et cela comporte des indices qui nous permettent de croire que sa présence est une fabrication et que sa présence n'était pas nécessaire. L'accusation s'efforce de signaler les incohérences, le chevauchement de témoignages entre les différents témoins et disent, puisque les témoins disent généralement la même chose, eh bien, notre thèse est bien ficelée, bien fondée. Mais ils le font de façon superficielle et nous disons que le diable est dans le détail, parce que c'est là où vous, en tant que juge des faits, devez apprécier les éléments de preuve de façon granulaire. Et c'est là où les incohérences entre les récits des différents témoins de l'intérieur, notamment les contradictions dans le récit, deviennent très claires. Et c'est là qu'il y a des doutes sur la fiabilité de ces témoins. Mais pour être réaliste, des incohérences ou des contradictions peuvent se manifester de différentes façons. Mais des fois, il y a des incohérences ou des contradictions qui ne sont pas porteuses de conséquences. Or, ce n'est pas la situation en l'occurrence. Les incohérences et les invraisemblances sont significatives en l'espèce. Et d'ailleurs, nous les précisons de façon détaillée dans notre mémoire. L'accusation vous demande de condamner M. Abdelrahman pour ses crimes les plus graves, les crimes les plus graves que connaît l'humanité. Si vous concluez que vous n'avez aucun doute raisonnable, alors forcément, vous le condamnerez. Mais nous disons que le poids combiné des contradictions et des incohérences entre les témoins de l'intérieur, dont les témoignages établissent le lien entre M. Abdelrahman en tant que Ali Kouchaib et les crimes, donc en tant que lien entre lui et les crimes, eh bien, nous sommes presque certains que vous allez conclure que le poids combiné de ces contradictions ainsi que la malhonnêteté de ces témoins et le fait qu'ils ont nié l'étendue de leur complicité, eh bien que tout cela suscitera un doute plus que raisonnable dans la balance. Et au final,
vous n'aurez d'autre choix que de déclarer M. Abdelrahman non coupable. Mercredi, l'accusation a passé beaucoup de temps à franchement ressasser le même récit sur le déroulement des attaques de Kodom et Bindisi, en ressassant les mêmes arguments, sans vraiment se soucier des contradictions et des incohérences que nous avons identifiées dans notre mémoire en clôture et sur lesquelles nous continuons de nous appuyer. Mais, Madame la Présidente, Mesdames les juges, vous ne pourrez pas faire fi de ces contradictions. Vous allez devoir les résoudre et statuer en conséquence. Le dernier sujet que je souhaiterais aborder avant de passer à Mokhtar, c'est l'argument sur lequel M. Jérémy a achevé son intervention hier, à savoir l'intention coupable d'Ali Kouchaïb en ce qui concerne les chefs d'accusation 8 et 9, le viol. Je vous renvoie à votre question numéro 20, Mesdames les juges. L'accusation a passé beaucoup de temps dans ses observations et M. Khan, lors de sa déclaration liminaire, a parlé aussi de l'impact négatif profond et profondément négatif sur la communauté du Darfour. Je répète que nous ne contestons pas que des viols ont eu lieu et que d'autres formes de violences sexuelles et sexistes ont eu lieu à Kodom et Bindisi et même ailleurs au Darfour. Nous ne contestons pas un seul instant que ces conséquences sur la vie des victimes et sur la communauté dans son ensemble sont énormes et que les terribles conséquences ne s'arrêtent pas avec les victimes et que les conséquences se poursuivent jusqu'à la génération suivante. Mais avec tout le respect que je vous dois, rien de tout cela n'a de pertinence pour la question de la responsabilité pénale individuelle de M. Abdelrahman s'agissant du viol allégué dans les chefs 8 et 9 et la responsabilité d'avoir ordonné ou encouragé la commission de viol. Vous allez devoir statuer au-delà de tout doute raisonnable que même si Ali Kouchaïb a effectivement prononcé les mots « Aksa, Amsa, couper la paille et manger la crue », qu'il était prévisible dans le cours normal des choses, un viol serait commis. Je ne dis pas qu'il sera au futur, donc avec une certitude absolue, comme l'a dit l'accusation dans ses observations dans le cadre de la requête en jugement d'acquittement, transcript 114, page 75-76, ils l'ont dit à juste titre, parce que le critère de la certitude absolue n'est pas celui à appliquer, parce que ce serait tout simplement impossible. Le critère est le futur, donc qu'ils surviendront avec une quasi-certitude. Nous vous encourageons à réfléchir à ce critère, parce que ce critère est très élevé, plus élevé que la norme avancée par l'accusation dans son mémoire en son paragraphe 383. Les arguments de l'accusation selon lesquels il savait qu'un viol serait commis dans le cours normal des événements, en fait, on devrait utiliser le futur sera commis, mais plutôt que serait, est fondé sur, ou sont fondés sur de vagues facteurs génériques qui ne sont tout simplement pas étayés par les preuves. Étonnamment, un des témoins sur lequel s'est fondée l'accusation, le P0547, nous vous exhortons, mesdames les juges, à examiner le transcript T52, page 81, à partir de la page 81. Ce témoin répondait aux questions posées par la juge Alapini Gansou, en général, non pas en termes spécifiques, sur les meurtres, les viols, les pillages, que ceux-ci ont généralement eu lieu sur le terrain et qu'Ali Kouchaïb était un commandant des Foursan, à l'instar des autres,
et donc qu'il était au courant de cela, qu'il pouvait prévoir cela. Mais le témoin n'avait pas de connaissances spécifiques d'Ali Kushayb. Pas du tout. Il ne savait pas, il ne pouvait pas savoir ce qu'il y avait dans la tête d'Ali Kushayb en 2003 et en 2004. En tout cas, pas le 15 ou le 16 août 2003. Ils ne se connaissaient même pas, ils ne s'étaient jamais rencontrés. Au paragraphe 385 du mémoire de l'accusation, il est fait référence au fait que le viol était une caractéristique constante des campagnes de contre-insurrection du gouvernement soudanais et que M. Ali Mohamed Ali Abdelrahman avait pris part à de telles campagnes de contre-insurrection au Soudan du Sud. L'accusation n'a fourni aucune preuve que des viols avaient eu lieu régulièrement ou systématiquement dans le contexte des activités de M. Abdelrahman lors de son déploiement au Soudan du Sud. Et franchement, ils ont carrément fait fi du fait que pendant la majorité de son temps au sein des forces armées soudanaises, il était un infirmier, un assistant médical, il n'était pas un soldat de combat. On peut facilement comprendre pourquoi ils ont essayé d'établir ce lien, mais ce lien n'est pas solide. Au paragraphe 386, l'accusation se fonde sur le fait que des viols ont eu lieu dans des villages attaqués avant Bindisi. Or, la question est celle-ci, qu'est-ce qui vous permet de conclure, au-delà de tout doute raisonnable, qu'il le savait, qu'il était au courant des viols qui avaient eu lieu dans des villages attaqués avant Bindisi? C'est purement spéculatif en ce qui nous concerne. Rien, mais alors rien du tout dans les paragraphes 387 à 391 ne prouve, au-delà de tout doute raisonnable, qu'il savait que des viols seraient commis dans le cours normal des choses. Et je vous renvoie au paragraphe 431 et 439 de notre mémoire. Parce que dans ces paragraphes, on établit des faits qu'il convient de prendre en considération. Qu'est-ce qui lui a permis d'avoir ces connaissances? Le discours de Haroun. Ce qui a été dit la nuit du 15 août, eh bien, nous établissons tous les faits qui suscitent un doute considérable là-dessus. Un dernier point maintenant. Comment il faut comprendre l'expression Aqsa Amsa? Comment ces termes étaient utilisés et comment ils doivent être compris? Franchement, l'accusation s'est inutilement référée à la jurisprudence du jugement du procès Ntaganda à l'appui de cette expression. Il est difficile de savoir quelles expressions ont été utilisées, dans quel contexte, dans quel conflit armé, dans quel autre pays. Eh bien, rien de tout cela n'est important. Aqsa Amsa a été utilisé dans un contexte précis, celui du Soudan, celui du Darfour en 2003-2004, dans le contexte, un contexte arabe et non pas swahili. C'est cela qui est utile et est important. C'est un exercice qui est fondé sur les faits, expressément fondé sur les faits. Je trouve que c'est un usage inapproprié de la jurisprudence et qui n'est pas très utile. L'approche juridique, je ne parle pas des faits spécifiques, mais de l'approche juridique, c'est ça qui est pertinent, c'est ça qui est utile et c'est cela qu'il convient d'utiliser pour comprendre la notion d'encourager ou inciter. Je vous renvoie au jugement du TPY arrêt Perlich du 29 mai 2013. La juge présidente du TPY, non pas TPIR. Maître Edwards, j'ai dit TPIR, autant pour moi. Dans cet arrêt, un instant je vous prie.
I think it's the late Praliak who was said to have used the words Je pense que relating to the situation in Varesh to show no il s'agissait de la situation de Varesh où on aurait dit qu'il ne fallait pas faire preuve de pitié envers qui que ce soit. Et la Chambre de première instance ne s'est pas fondée sur des éléments factuels spécifiques. Je vous renvoie au paragraphe 642 de cet arrêt. Le temps presse, je vais passer à Mukhtar maintenant avec votre permission. Donc les paragraphes 155 à 202 de notre mémoire. Alors une fois de plus, ce que nous faisons valoir, c'est que M. Abdelrahman, en tant qu'Ali Kouchaïb, n'était pas présent au poste de police de Moukjar à la période couverte par les charges, ou n'était pas non plus présent sur les lieux d'exécution. Il faudra que vous soyez convaincus au-delà de tout doute raisonnable du contraire, et nous avançons que vous ne pouvez pas en être convaincus. Parce qu'une fois de plus, même si l'on prend l'ensemble et l'intégralité des éléments de preuve, ils ne sont pas suffisamment importants. Nous, ce que nous avançons, c'est que l'accusation n'a pas su déterminer de façon fiable et de façon crédible, par le truchement d'éléments de preuve, l'existence d'un plan commun, d'un soi-disant plan commun à Moukjar. Et cela, en fait, figure dans le paragraphe 477 du mémoire du bureau du procureur. Mais nous, ce que nous avançons, c'est qu'il n'y a pas suffisamment d'éléments pour établir et déterminer de façon certaine quelle fut la contribution de Ali Kouchaïb à ce plan. Et la jurisprudence, en fait, pour ce qui est du plan commun et pour ce qui est de l'évaluation de questions au sujet de la co-action est indiquée de façon très très claire. Et cela est valable à la fois pour Moukjar et pour Delègue. La jurisprudence, vous avez l'affaire Kilolo avec la façon de déterminer si un accusé peut être considéré comme un co-auteur consiste à savoir si la contribution de la dite personne dans le cadre de l'accord qui a été conclu est telle que le crime n'aurait pas pu être commis ou aurait été commis de façon tout à fait différente. Il s'agit de la chambre d'appel qui a tranché dans son paragraphe 820 le 8 mars 2018. Et vous avez au tout début de l'affaire Lubanga une jurisprudence qui indique dans le paragraphe 999 que la contribution du co-auteur doit être absolument essentielle. Alors, vous avez donc, par exemple, pour ce qui est de Moukjar, la participation de Hassabala, la participation du renseignement militaire par l'entremise de Hamdi et d'autres membres au gradé des forces armées soudanaises. Le bureau du procureur n'a pas su prouver, au-delà de tout doute raisonnable, que Ali Kouchaïb aurait apporté, ou a apporté plutôt, une contribution qui était essentielle et que sans cette contribution, sans sa contribution, les crimes n'auraient pas été commis, auraient été commis de façon tout à fait différente. Donc cela est valable à la fois pour Moukjar et pour Delègue. Alors il est évident que ces crimes ont été épouvantables, mais ils n'ont pas pu être commis par monsieur Abdelrahman, et on ne peut pas établir le lien. Alors je vais maintenant m'intéresser à une ou deux questions qui sont assez perturbantes d'ailleurs de notre point de vue. Au paragraphe 492 de leur mémoire, il est dit que M. Ali Kouchaïb a arrêté personnellement Abakar Abdelmoula et qu'il l'a conduit au poste de police de Moukjar. Et cette personne aurait été exécutée quelques jours plus tard. Et nous nous intéressons à cela au paragraphe 478 de notre mémoire. Mais je pense toutefois qu'il est judicieux d'étudier certains des faits
certains des faits et afin de voir quelles sont les lacunes des éléments de preuve du bureau du procureur. Alors, la source de cette information est le témoin P720. Nous disons qu'il n'avait aucune base raisonnable qui lui permettait d'identifier la personne à laquelle il fait référence comme étant Ali Kouchaïb, si ce n'est qu'il a entendu des éléments de la part de Abdelmoula. Mais il n'y a aucune information pour permettre de comprendre sur quelle base s'appuyait Abdelmoula pour savoir qu'il s'agissait d'Ali Kouchaïb. Et pour ce qui est du témoin P720, de savoir sur quoi il s'appuie pour apporter cette connaissance, cela se fonde sur du oui-dire. Il nous dit que Abdelmoula et mesdames les juges, il s'agit en fait de l'annexe 17 du mémoire du bureau du procureur. Mais dans cette annexe 17, nous voyons que Abdelmoula est la victime numéro 1. Et vous voyez qu'il y a une note en bas de page, la première note en bas de page, qui indique que la source de l'information au sujet de ce décès vient de deux personnes, le P720, mais également le P129. Alors, je vais m'intéresser au 720 pour le moment. Sa déposition, lorsqu'il explique comment il a appris les informations au sujet de l'exécution d'Abdelmoula, tout cela se fonde sur du oui-dire. Il n'a pas vu les prisonniers être placés à bord de véhicules. Il dit que lui et d'autres personnes ont vu des véhicules dans lesquels se trouvaient des prisonniers quitter et partir en direction de Garcila, mais il n'a pas vu Abdelmoula dans l'un ou l'autre de ces véhicules et de toute façon, il n'a pas vu le corps d'Abdelmoula après son exécution. Mais pour ce qui est de ce que nous savons au sujet de Abdelmoula et de ce que nous a dit le témoin P720 et le témoin P129, il y a quand même des contradictions qui sont considérables et qui sont particulièrement perturbantes. Parce que le témoin P129, qui est l'autre source, et je vais marquer un temps d'arrêt, car pour des raisons que j'ai indiquées hier, nous avons dit que le témoin P129 est un témoin qui est extrêmement peu fiable pour moult raisons. Alors, il parle beaucoup, il raconte, il parle des enfants qui étaient emprisonnés à Moukjar, mais sa déposition et ce qu'il dit à ce sujet fluctue au sujet du nombre d'enfants qui étaient emprisonnés à Moukjar, car lors de son premier récit, je ne vais pas vous en donner l'année, mais d'AROTP 0128 au paragraphe 48, dans son premier récit, il parle d'un garçon dont l'âge était compris entre 12 et 15 ans. Et je le vois, et il dit qu'il l'a vu pendant une deuxième période de détention, mais qu'il ne connaît pas le nom de cet enfant. Il dit qu'il pense que l'enfant a été par la suite libéré, mais qu'il ne sait pas très bien quand. Alors, en 2001, au départ, il y avait un garçon. En 2021, il s'agit de 3 garçons. Et puis il dit que l'un de ces garçons a été frappé à la tête par Ali Kouchaïb, alors que Ali Kouchaïb frappait un Oumda. Il ne donne pas de nom, on ne sait pas si cela est délibéré, mais il ne fournit aucun nom au sujet de ces 3 garçons d'AROTP 0220 0703 au paragraphe 58. Et puis, dans le document d'art OTP 0000085, là, il y a 7 enfants. 7 enfants qui ont moins de 18 ans. Alors, nous n'allons pas être en mesure de vous montrer ce document, mais lorsque vous prenez ce document 0000085, c'est sa liste, la personne qu'il décrit comme étant
Abakar Abdelmoula a un âge compris entre 11 et 12 ans. Donc là, nous reprenons l'annexe 17 et Abdelmoula, la victime Four, qui est mentionnée par l'autre source, à savoir le témoin P720, est un homme qui avait la trentaine, entre 30 et 35 ans. C'était un étudiant qui faisait des études agricoles, qui venait de Moukjar. C'était le fils d'un propriétaire de bétail. Donc là, visiblement, on ne parle pas de la même personne. Et l'accusation fait un amalgame entre un Abakar Abdelmoula et un autre. Alors, nous pensons qu'il y a très probablement soit une erreur et que le témoin P129 soit est en train d'inventer cela de toutes pièces ou qu'il se trompe complètement. Et cela correspond à ce que nous voyons dans sa déposition, parce qu'il y a quand même une évolution de son récit avec le nombre d'enfants emprisonnés et tués. Et nous avançons que c'est encore la preuve, s'il en fut, que le témoin P129 invente des choses, embellit son récit, et construit de toutes pièces une thèse à l'encontre de M. Abdelrahman pour des raisons qui lui sont connues de lui. Et nous, ce que nous avançons également, c'est que il s'agit d'un aspect préoccupant de la déposition du témoin P129 et que cela jette quand même un doute au sujet de sa déposition lorsqu'il nous dit avoir identifié la personne qui avait été arrêtée, les personnes qui avaient été arrêtées, qui avaient été emprisonnées à Moukjar. Donc cela jette un doute quant à la fiabilité de sa déposition. Alors je veux dire que nous avons été critiqués mercredi par le bureau du procureur pour avoir essayé de mettre à profit un moment de confusion ressenti par le témoin P129 au sujet du moment où un discours public a eu lieu, page 109 de la transcription de mercredi. Et il avait été dit que l'on ne devrait pas être autorisé à utiliser ainsi dans notre intérêt un moment de confusion de la part du témoin. Alors je ne sais pas s'il est erroné d'utiliser, de maximaliser un moment de confusion lorsqu'une personne revit des événements traumatisants. Je ne sais pas si cela se fait de façon juste ou non, mais nous, ce que nous avançons, c'est que il est tout à fait opportun d'indiquer à la Chambre que lorsqu'il y a des imperfections, des lacunes, des faiblesses dans la mémoire d'un témoin associé à des événements traumatisants, cela peut avoir une incidence sur la fiabilité du dit témoin, sur la fiabilité de leur mémoire. Et je pense que la défense doit pouvoir avoir la possibilité de se pencher sur cette question. Bien sûr, il s'agit de dépositions qui ont eu lieu, qui portent sur des événements qui ont eu lieu il y a très longtemps. Les détenus à Moukjar ont souffert et ont connu des événements extrêmement traumatisants. Cela peut prêter à confusion et vous savez pertinemment que lorsque l'on pense à ce genre d'événements traumatisants et stressants, cela peut avoir une incidence quant à la fiabilité. Et nous vous demandons de prendre cela en considération lorsque vous évaluerez la fiabilité de ce qu'il a dit au sujet des détenus, notamment au sujet de l'exactitude des listes de victimes de Moukjar. Et une toute dernière chose, en attendant que je passe à Delech, j'aimerais donc m'intéresser rapidement à une chose qui a été dite par l'accusation au sujet des lieux d'exécution. Et là, nous y détectons un problème fondamental qui, d'après nous, existe quant à leur approche par rapport aux exécutions qui ont eu lieu, au nombre de sites d'exécution. Car nous avons entendu deux témoins, disais-je, qui ont relaté
ce qu'ils avaient à nous dire, et nous devons en fait considérer ces deux dépositions ensemble. Car mercredi, au sujet des sites ou des lieux d'exécution, l'accusation a fait référence au premier lieu d'exécution, près du Sycamore. Ensuite, il y a l'autre lieu, il y en est question au paragraphe 454. Je ne vais pas entrer dans les détails en audience publique parce que je ne veux surtout pas identifier le témoin, mais il s'agit de quelqu'un qui a été témoin du meurtre du cheikh et des 7 enfants. Donc c'est un seul témoin, un témoin dont la crédibilité peut être mise en question, et ces éléments de preuve, ce qu'il a avancé n'est absolument pas corroboré. Donc, et il y a un survivant qui a dit au paragraphe 456 du mémoire de l'accusation, le convoi donc s'est déplacé du deuxième lieu d'exécution jusqu'au troisième lieu d'exécution. Mais cette personne qui a survécu ne parle absolument pas de l'exécution du cheikh et des enfants. Il dit en fait que il n'en parle pas. Il ne parle pas non plus du troisième lieu d'exécution, mais ils sont dans le même convoi. Il n'y a aucune preuve qu'à un moment donné, une partie du convoi va dans une autre direction. Regardez par exemple la page 73 de la transcription 88, et nous disons qu'il n'y a aucune explication qui peut prouver de façon claire que cela s'est passé. Alors, le témoin survivant donc n'aurait pas pu observer le meurtre du cheikh et des enfants. C'est ce qui est avancé. Mais nous indiquons qu'il faut quand même examiner cela de façon très méticuleuse. Et le témoin qui a survécu est un témoin, et vous vous en souviendrez certainement, qui a fourni moult informations, qui avait une aptitude particulière pour se souvenir de détails tels que les propos exacts de Ali Kouchaïb pendant le convoi. Il a fourni de nombreux éléments de preuve que l'accusation vous demande d'accepter, et pourtant ce qu'il a dit ne peut pas être réconcilié avec le fait qu'il n'a fourni aucune information sur le meurtre du cheikh et des enfants. Et les conséquences de tout cela, c'est ce que nous avançons en tout cas, c'est que le meurtre du cheikh et des 7 enfants ne s'est tout simplement pas produit. Le bureau l'accusation ne peut pas réconcilier ces difficultés. D'ailleurs, il n'essaie pas de le faire. Il me reste 10 minutes, me dit-on, donc je vais poursuivre. Et j'allais juste vous dire que dans notre mémoire, nous faisons référence aux autorités qui se trouvaient à Moukjar. Al-Jili, le commandant du poste de police à Bindisi. Vous avez également le chef du poste de police, Al-Taïb, le chef des CRF. Ce sont des personnes qui étaient en mesure de donner des ordres. Leur présence, l'autorité qu'ils avaient signifie qu'il est moins probable que Ali Kouchaïb ait joué un rôle et qu'il ne peut pas être considéré comme coupable au titre de la coaction pour les raisons que nous avons avancées, et nous avons cité donc l'affaire Lubanga et l'affaire Kilolo. Alors très rapidement, Delèche, dans nos paragraphes 506 à 663, nous avons présenté tous nos arguments et je ne vais pas les réitérer. Il me suffira de vous dire que nous pensons que ce qu'a dit l'accusation au sujet de Delègue est truffé de contradictions et d'incohérences. Alors, après avoir procédé à une évaluation très superficielle de leur récit, vous pouvez comprendre que le bureau du procureur n'a pas su présenter un récit clair et convaincant au sujet de ce qui s'est passé à Delèche, et je pense au sujet notamment du rôle joué par Ali Kouchaïb.
ce qui vous a été présenté, c'est un récit incohérent, fragmenté, avec des informations, il y a une chronologie, il y a la suite de la chronologie des événements, les auteurs, et tout cela n'est pas exact. Si on vous demande de procéder à une évaluation juste et méticuleuse des éléments de preuve, et puisque vous êtes invité par le procureur ou l'accusation à déclarer sans aucun doute la culpabilité de Ali Kouchaïb. Et nous avançons que du fait de ce doute, notre client doit pouvoir tirer avantage de ce doute. Et puis très brièvement, parce que je n'ai vraiment plus beaucoup de temps, mais il y a quelque chose qui mérite d'être mis en exergue. Dans le mémoire de clôture de l'accusation, dans son paragraphe 397, il est question du convoi de Sindhu. Alors, il y avait Abdelrahman, alors dans le véhicule d'Ali Kouchaïb. Vous avez également 700 à 800 miliciens. Et alors, si l'on comprend en fait que il n'y a pas eu accord sur le fait que Abdelrahman était un dirigeant de Janjaweed. Mais ce qui est remarquable, c'est qu'en dépit du fait qu'ils ont convoqué un certain nombre important de témoins de l'intérieur pour essayer de déterminer quel était le statut de direction et de chef de M. Abdelrahman au sein des Janjaweed, il y a eu même un certain nombre de témoins qui n'ont accepté aucune responsabilité pour les actes qu'ils avaient commis. Donc pas de responsabilité pénale, mais il est quand même remarquable de constater que le bureau du procureur n'a pas convoqué un seul milicien, un seul Janjaweed. Il n'y a aucun Janjaweed qui est venu en tant que témoin. Et vous saurez qu'au TPY et au TPIR, il s'agissait des témoins les plus importants, les témoins qui... Je pense au Interawem, à Amoué, je pense aux soldats serbes de Bosnie, par exemple. Il n'y a pas un seul Janjaweed qui a été convoqué à la barre pour dire « Mais oui, je connaissais Ali Kouchaïb, c'était mon chef, c'est lui qui a donné l'ordre, qui nous a donné l'ordre, à moi et à mes frères Janjaweed, de commettre des crimes. Et nous avons obéi, et nous savions ce que Aksa Amsa signifiait, nous savons ce que signifiait couper la paille et manger la crue. Nous savions quelle en était la signification, et nous l'avons entendu. Il n'y a aucun élément de preuve fiable au sujet de Leg. Et vous avez donc le critère de l'affaire Kilolo et de l'affaire Lubanga qui peuvent être utilisés dans cette affaire en l'espèce. Alors pour ce qui est maintenant de Hamdi, il y a participé, il était présent, il avait un grade élevé par rapport à Ali Kouchaïb, il avait donc ce grade, et vous avez donc le témoin P994 et le témoin P883 qui a dit que Hamdi n'était pas présent au poste de police de Delej. Il y a un autre témoin, le témoin 643, toutefois, qui a dit que c'était Hamdi qui gérait le poste de police. Après donc qu'il a pris les clés du poste de police à Djouba Hassan. Donc c'était Hamdi et non pas Ali Kouchaïb, qui a déplacé les détenus des cellules, qui leur a demandé de s'allonger par terre, la tête tournée vers le sol, afin de les donner pour qu'ils soient exécutés. L'accusation ne peut pas dire que Ali Kouchaïb a joué un rôle si important et que s'il n'avait pas été présent, s'il n'avait pas donné les ordres, les crimes n'auraient pas été commis. Pour ce qui est des opérations de perquisition et d'arrestation, à la page 134 du compte-rendu d'audience de mercredi, l'accusation a dit que Abdelrahman avait participé aux opérations de perquisition et d'arrestation, qu'il était présent, qu'il avait donné des ordres pour qu'un Oumda bien précis soit arrêté. Alors là, cela se fonde sur des éléments de preuve, la déposition non corroborée du témoin 955, non corroborée et contredit d'ailleurs par un autre témoin de l'accusation, le témoin 883. Alors je finirai en parlant de meurtres, des meurtres. Il me reste exactement 4 minutes. Ceci est important. Désolé d'être obligé de le faire à la fin, mais chronologiquement, c'est ainsi qu'il fallait procéder. Dans leur mémoire, et dans ses mémoires, et mercredi, l'accusation a accusé M. Ali Kouchaïb
M. Abdelrahman en tant que Ali Kouchaïb, d'avoir directement tué deux hommes, Jenef, Adam, l'homme connu sous le surnom Adam, l'homme qui a pour surnom Jenif, et Adam, le même nom que Jenif, mais avec un autre surnom qui est Moterem. Nous disons que même s'il y a des éléments de preuve que Ali Kouchaïb, si l'on prend les arguments de l'accusation, et même s'il y a des éléments de preuve montrant qu'il a frappé Jenif et Motor avec une hache et un bâton sur la tête, les éléments de preuve ne sont pas suffisants pour montrer, au-delà de tout doute raisonnable, que ces coups ont tué ces deux hommes. Et en fait, l'accusation semble le penser au paragraphe 48 en disant qu'il est possible qu'ils aient été tués à ce moment-là, au paragraphe 548, en raison du scénario qu'ils avancent, dans lequel ils disent qu'il est raisonnable de penser qu'ils ont été tués lorsqu'ils ont été transportés sur le site de l'exécution en absence de traitement médical ou qu'ils ont été, qu'on leur a tiré dessus. Mais même s'il n'y a pas d'éléments de preuve solides, nous disons que les blessures à la tête de Jenef et de Moto sont allées au-delà de ce que l'on appelle des blessures sur le corps, des sévices corporels, et sont devenus des sévices corporels sérieux. Il y a des éléments de preuve montrant que Jenef a peut-être perdu conscience, mais je pense avoir raison de dire qu'il y a des éléments de preuve qui prouvent qu'un petit peu plus tard, il était à nouveau sur pied. Mais il n'y a aucun élément de preuve montrant que l'un ou les deux ne seraient pas morts du fait d'un autre événement qui serait intervenu, et que s'ils sont morts, c'est que c'est une autre personne ou un autre Janjaweed les aurait tués, ou simplement parce qu'ils ont été tués sur le site d'exécution sous les commandements de quelqu'un d'autre. Nous ne savons pas parce qu'il n'y a pas d'éléments de preuve. Et nous faisons référence au paragraphe 593 à 595 de notre mémoire de la défense. En dehors du fait qu'il y a trois témoins qui mentionnent que Ali Kouchaïb aurait frappé Jenif de trois façons différentes, à trois endroits différents, postes de police, et dans un autre endroit, il est dit que Jenif a été tué sur le site d'exécution avec les Zumda au paragraphe 8, et ceci c'est le P883. Et pour ce qui est du meurtre de Motor, le P907 est le seul qui parlait des deux meurtres. Je ne les mentionnerai pas parce qu'il y a deux témoins qui ne mentionnent pas le meurtre de Cheikh Mouta et l'un des témoins qui ne parle pas du meurtre de Jenef. Et il y a 4 témoins qui se trouvaient au poste de police de Delej qui ne mentionnent aucun des deux meurtres. Donc, très brièvement, mon dernier point. Les exécutions. Le mercredi, l'accusation a fermement, clairement établi sa position concernant les éléments de preuve concernant le transport des détenus vers les sites d'exécution. Nous avançons, comme nous l'avons toujours fait, qu'il y avait eu plusieurs transports vers des sites multiples. Mais cet élément de preuve est contredit par les éléments de preuve d'un des grands témoins, d'un de leurs grands témoins. Si je le décris comme quelqu'un qui a tout vu, qui a tout entendu et tout vu, cet élément de preuve indique qu'il n'y avait qu'un seul convoi, un seul transport en une seule fois de 13 véhicules vers un site unique à Delej. Et l'accusation n'explique pas pourquoi. Pour ce témoin, leur choix était d'ignorer cela. J'allais parler des persécutions dont Mme Matteo a parlé hier, et je sais que je vais avoir beaucoup de problèmes si je ne m'assieds pas maintenant. Merci de votre attention. La juge présidente, merci, Maître Edwards. Maître Lauchi.
à l'attention des interprètes, je lis mes notes, et les rares fois où je m'en écarte, je ralentirai. Mon exposé de ce matin est en relation avec... Regrettably, Mr. Lauchi, the fact that the interpreters have your notes. La juge présidente, Maître Lauchi, le fait que les interprètes ont vos notes ne signifie pas qu'ils peuvent les lire à la vitesse à laquelle vous allez les lire. Vous avez d'ailleurs commencé à lire. Il faut quand même commencer à les lire. Il faut leur permettre de les lire. Donc, je comprends que vous inquiétiez du temps. Maître Lauchi, oui, extrêmement, la juge présidente, mais n'oubliez pas que vous dites beaucoup de choses dans votre mémoire de clôture et l'idée est d'amplifier plutôt que d'aller plus loin plutôt que de répéter. Comme je vous l'ai dit, ne vous inquiétez pas de nos questions parce que nous en parlerons séparément. Mais vous devez ralentir parce que sinon, il n'est pas possible de vous suivre. Maître Lauchi, merci Madame la Présidente. Par la ligne 1, Monsieur Abdelrahman n'est pas Ali Kouchaïb. Les mémoires du bureau du procureur et des représentants légaux des victimes s'appuient successivement dans leur démonstration sur diverses catégories de preuves. Certaines ont été répondues dans le mémoire, je n'y reviens pas, je m'adresse exclusivement aux autres. La première catégorie est la preuve testimoniale. Dans sa démonstration que M. Abdelrahman serait Ali Kouchaïb, le bureau du procureur s'appuie sur 4 témoins. P643, P874, P883 et P905. Les représentants légaux des victimes reprennent les mêmes et y ajoutent 10 autres. Nous avons discuté la crédibilité des 4 témoins que j'ai cités, je n'y reviens pas. Le seul témoin sur lequel rien n'a été dit jusqu'à présent est le témoin P916, qui est mentionné en note de bas de page 205 des représentants légaux des victimes. Je vais en parler. Avant ça, je commencerai par réfuter la suggestion formulée au paragraphe 8 du mémoire du bureau du procureur, selon laquelle la défense ne serait plus en position de contester que M. Abdelrahman porte le surnom Ali Kouchaïb, parce qu'elle n'aurait pas soumis au témoin qui le prétendait que son surnom était en réalité Abou Nasser. Il est bon que le procureur se souvienne de cette règle, il ne peut donc prétendre l'ignorer. Mais cette règle est sans pertinence pour ce que le bureau du procureur essaie d'établir. Le surnom Abou Nasser est une question distincte, sans rapport avec l'alias Ali Kouchaïb. La défense a systématiquement confirmé, contesté l'affirmation des témoins selon lesquels Ali Kouchaïb serait M. Abdelrahman, et elle leur a fait savoir dans les termes les plus clairs afin qu'ils puissent justifier de leurs preuves sur cette question. La défense a donc scrupuleusement respecté la règle fixée par la Chambre et continue d'être fondée à contester l'alias Ali Kouchaïb. En ce qui concerne le témoin P916, il a précisé ne pas connaître personnellement Ali Kouchaïb, mais avoir entendu parler de lui dans la rue, sans plus de précision, c'est le document 64 dans la table des autorités. Le témoin P916 ne fait donc que rapporter un oui-dire, anonyme, non daté, comme base de sa connaissance d'Ali Kouchaïb. Aucune valeur probante. Le bureau du procureur, d'ailleurs, ne s'y est pas trompé, il ne s'y réfère même pas. Enfin, les représentants légaux des victimes s'appuient sur le contre-interrogatoire du témoin D32, dans lequel il mentionne avoir entendu parler pour la première fois d'Ali Kouchaïb en 2003-2004 à Garcilla, et tout le temps depuis. Il n'aura pas échappé à la Chambre que le témoin D32 présentait des capacités de compréhension
limité et a été plus que confus tout au long de son témoignage. Ainsi, vous vous référez au passage du document 84 dans notre liste, le témoin D32 a prétendu avoir entendu parler du mandat d'arrêt à l'encontre d'Ali Kouchaïb en 2001 ou 2002, quand la Cour n'existait même pas, pour finalement conclure qu'il ne se souvenait pas quand il avait entendu parler de ce mandat d'arrêt et de dire qu'il en avait entendu parler dans les médias. Médias qui ne faisaient que diffuser les informations en provenance de la Cour. La seule conclusion raisonnable que votre Chambre pourra tirer du témoin D32 est qu'il ne se souvient pas de quand il a entendu parler d'Ali Kouchaïb pour la première fois. Mais ce qu'il y a de commun entre P916 et tous les autres témoins, et la quasi-totalité des témoins sur lesquels le bureau du procureur et les représentants légaux des victimes s'appuient dans leur mémoire, est le fait qu'ils ont été interviewés par le bureau du procureur après le 27 février 2007. C'est-à-dire après que le bureau du procureur a rendu public et largement diffusé les informations suivantes. Première information, Ali Kouchaïb se nommerait en réalité Ali Mohamed Ali Abdelrahman. Deuxième information, Ali Kouchaïb aurait porté le titre de Aguid al-Ogada. Pièce numéro 1, paragraphe 36. Ali Kouchaïb serait âgé d'environ 50 ans en 2007. C'est la même pièce, paragraphe 37. Ali Kouchaïb serait de la tribu Taïcha, même paragraphe. Ali Kouchaïb tiendrait une pharmacie vétérinaire à Garcila, c'est le paragraphe 203. Ali Kouchaïb aurait été employé en 2007 comme assistant de police au Darfour Ouest. C'est l'annexe 12 du document 1 au paragraphe 4. Ali Kouchaïb aurait été arrêté le 26 novembre 2006, même paragraphe. Et Ali Kouchaïb serait encore en détention en février 2007. C'est le paragraphe 276 du document 1. Comme vous pouvez le constater, nul n'est besoin d'une conspiration pour fabriquer la légende Ali Kouchaïb. Seul le bureau du procureur et les représentants des victimes, d'ailleurs, utilisent ce mot. Et la défense, quant à elle, n'a jamais utilisé le mot conspiration et le réfute. De même, hier, la distinguée représentante légale des victimes a suggéré que la défense ferait un parallèle avec un précédent devant le tribunal pénal international pour le Rwanda. J'ignore à quoi ma collègue se réfère et je réfute cette interprétation. Je n'ai jamais entendu parler de fabrication collective de mémoire dans le cadre du tribunal pénal international pour le Rwanda et je pense qu'il ne fait aucun doute possible que le génocide rwandais a bien eu lieu. Nul n'est besoin d'une conspiration, donc nul n'est besoin d'un soi-disant précédent rwandais dans notre affaire. L'action du bureau du procureur suffit, relayée par les médias, à créer la légende Ali Kouchaïb et à lui donner corps avec les 9 informations que je viens d'énumérer. Cela signifie que, en disant à la Cour que Ali Kouchaïb est M. Abdelrahman, et en se référant à l'une ou l'autre de ces 9 informations, la totalité des témoins, sans exception, ne font rien d'autre que répéter l'information rendue publique par la Cour et largement diffusée par les médias
en particulier les médias soudanais. Disent-ils la vérité ou ne font-ils qu'adapter leurs témoignages à la cause du bureau du procureur? Vous ne disposez pas, mesdames les juges, vous ne disposez d'aucun moyen fiable de le déterminer. Le bureau du procureur, par les informations qu'il a inutilement rendues publiques le 27 février 2007, a sapé la fiabilité de sa propre preuve. Quand bien même vous seriez encline à considérer qu'un témoin semblait crédible, un doute raisonnable subsistera qu'il n'ait en réalité fait que répéter les informations qui étaient diffusées dans les médias et qui trouvaient leur origine dans l'action du bureau du procureur. Avec ce précédent, la preuve testimoniale devient d'aucun secours et devra être écartée. Le deuxième élément de démonstration sont les divers éléments de biographie, réels ou allégués, que M. Abdelrahman aurait en commun avec Ali Kouchaïb. Le bureau du procureur s'y réfère pour dire qu'il s'agirait en réalité d'une seule et même personne. Alors, comme je viens de l'indiquer, les informations selon lesquelles M. Abdelrahman et Ali Kouchaïb seraient Aïcha, auraient porté le titre Aguid al-Ogada et auraient tenu une pharmacie sur le marché de Garcila, qui est d'ailleurs situé à proximité de la Banque agricole, étaient largement connues, diffusées dans le domaine public à partir du 27 février 2007. La Chambre ne peut pas s'y fier raisonnablement. Une fois l'information que M. Abdelrahman ou Ali Kouchaïb sont de la tribu Taïcha, diffusée au public, l'information selon laquelle les deux seraient originaires de Raad el-Baldi ne constitue rien d'autre que la conséquence naturelle de cette information. Raad el-Baldi et sa région sont le Dar, le territoire d'implantation de la tribu Taïcha. Cette information n'a donc aucune valeur probante. La preuve sur laquelle le bureau du procureur s'appuie en note de bas de page 170 ne dit pas d'ailleurs qu'Ali Kouchaïb est Taïcha. Le témoin P12 prétend qu'Ali Kouchaïb serait Rizégat. Le témoin P119 dit qu'Ali Kouchaïb serait d'une tribu non arabe. Et le témoin P932 ne dit rien sur la tribu d'Ali Kouchaïb. En note de bas de page 171, le bureau du procureur s'appuie, entre autres, sur les déclarations du témoin P1021. À l'appui de l'information selon laquelle M. Abdelrahman et Ali Kouchaïb auraient servi dans le service médical des armées en tant que moussaïd. Mais le témoin P1021 ne dit nulle part cela dans son témoignage. La référence est erronée. L'information fournie par le témoin P874 est que Ali Kouchaïb aurait été dentiste. C'est la pièce 70. Ce que M. Abdelrahman, naturellement, n'a jamais été. P874 répète également l'information erronée relative à la pharmacie vétérinaire. Les témoins P907, P931 et P984 ne disent non plus nulle part que Ali Kouchaïb servait dans le service médical des armées. Les références des notes de bas de page 171 sont encore erronées. Les témoins P931 et P984 mentionnent tous les deux l'information erronée relative à la pharmacie vétérinaire. La Chambre ne peut pas non plus se fier à leur témoignage. Et la défense renvoie finalement à ses soumissions sur l'absence de crédibilité des trois derniers témoins, P643, P878 et P883. L'information relative au service de M. Abdelrahman ou d'Ali Kouchaïb au Soudan du Sud constitue la conséquence logique
de l'information précédente relative à son service dans les forces armées. La génération de M. Abdelrahman et celle 10 ou 20 ans plus jeune de Ali Kouchaïb ont en commun d'avoir exercé l'essentiel de leur service militaire au Soudan du Sud, qui constituait la principale zone de conflit dans laquelle le Soudan était engagé. Cette information, encore, ne peut servir de preuve concluante de l'identité entre les deux personnes. Le seul témoin P883, sur lequel le bureau du procureur s'appuie en note de bas de page 172 à l'égard d'Ali Kouchaïb, parle d'ailleurs d'une expérience de combat et de commandement au Soudan du Sud, ce qui est incompatible avec les fonctions attachées au service médical de l'armée, ainsi qu'en ont attesté les témoins P643, c'est la pièce numéro 56, P883, c'est la pièce 63, D07, pièce 85, D16, pièces 79 et 80. Le témoin P883, vous l'aurez noté, donc se contredit à nouveau sur ce point. Il parle en même temps d'une expérience de commandement et de combat, tout en disant que Ali Kouchaïb était dans le service médical, ce qui est incompatible. Contrairement à ce que le bureau du procureur prétend en note de bas de page 175, l'information selon laquelle M. Abdelrahman aurait habité dans le quartier ouest de Garcila en 2003-2004 ne fait pas partie des faits admis avec la défense. Nous ne parlons que de Garcila, certainement pas du quartier ouest. Le témoin D32, lui non plus, n'a jamais mentionné le quartier ouest. Il ne parle que de Garcila. Les deux seules références du bureau du procureur sur ce point, concernant M. Abdelrahman, sont donc erronées. Le témoin P643 ne mentionne pas, lui non plus, la zone dans laquelle vivait M. Abdelrahman ou Ali Kouchaïb. La référence du bureau du procureur est encore erronée. La défense renvoie à ses soumissions sur l'absence de crédibilité des témoins P643 et P905 et renvoie au paragraphe 698 de son mémoire en relation avec le témoin P11. J'en viens au bâton ou à la hache, le fameux Farrar. Cet élément est dénué de la moindre signification. Ce point est adressé au paragraphe 732 et 733 du mémoire de la défense. Les témoins P129, pièce numéro 65, et P883, pièces 61 et 109, ont indiqué qu'il s'agissait d'un accessoire d'usage commun au Soudan. Aucun des témoins visés par le bureau du procureur en note de bas de page 177 ne se rapporte à M. Abdelrahman. Tous ne font que parler d'Ali Kouchaïb. L'information relative à la maison de Niala, au contraire, elle, ne concerne que M. Abdelrahman et jamais Ali Kouchaïb. Les autres témoins qui lient cette maison de Niala à Ali Kouchaïb ne sont pas crédibles. Le témoin P874 parle d'un cabinet dentaire, pièce 70. Et la défense a justifié des raisons pour lesquelles il n'est pas crédible. Les raisons pour lesquelles le témoin P769, qui ne connaissait même pas M. Abdelrahman, n'est pas crédible, sont également dans le mémoire de la défense. Quant au témoin P921, sur lequel le bureau du procureur s'appuie en note de bas de page 178, il ne mentionne pas cette information. La référence est manifestement erronée. Enfin, le bureau du procureur se réfère au paragraphe 57 de son mémoire à un poème enregistré sur l'un des téléphones en possession de M. Abdelrahman au moment de sa reddition. En anglais, c'est la pièce 154. Ainsi que l'indique le bureau du procureur, il aurait été enregistré en mai 2010, soit à une époque où le lien entre M. Abdelrahman et Ali Kouchaïb était déjà dans le domaine public grâce à l'action du bureau du procureur depuis 3 ans. Ni l'auteur du poème,
ni la personne dont la voix est enregistrée ne sont identifiés. L'enregistrement de ce poème s'analyse dans le meilleur des cas comme la déclaration d'une personne tierce, non identifiée, et qui n'a pas pu être interrogée comme témoin pour authentifier et expliquer son contenu. Ce poème ne revêt donc aucune valeur probante et doit être écarté en vertu de l'article 69, paragraphe 4. J'en ai fini avec les correspondances biographiques. Aucune ne permet donc raisonnablement d'établir un lien entre M. Abdelrahman et Ali Kouchaïb. La juge présidente. Eh bien, si vous en avez terminé avec ce sujet, ce serait le moment opportun pour faire la pause. Maître Lauchi, je ne pourrais pas faire de meilleures propositions. Ah, mais si... Je pourrais peut-être répondre à votre question en ce qui concerne la déclaration de M. Abdelrahman. J'essaierai de donner une meilleure réponse que celle d'hier soir. Ce que je peux ajouter, c'est que M. Abdelrahman a été averti. On lui a bien expliqué que s'il prend la parole, il renonce à son droit au titre du 67.1G et que ce qu'il dira pourra éventuellement être utilisé contre lui. Je ne sais pas si cela répond à votre question. La juge présidente. Je crois que c'est un des rares aspects de la procédure judiciaire où il y a une distinction à faire entre ceux qui viennent de la même tradition que moi et M. Nicoz et la tradition dont vous venez, vous, ainsi que la juge Alapini. Ce qui m'a troublé hier, puisque c'est la première fois que je suis confronté à ce genre de situation, cela n'existait pas au TPY, c'est la question de savoir comment traiter sa déclaration. Mais après réflexion, s'il ne s'agit pas d'un élément de preuve, une déposition, eh bien c'est un argument. Et comme vous l'avez dit, vous l'avez informé qu'il renonçait ainsi à son droit. Maître Lauchi, oui, je m'en suis assuré, je m'en remets à vous pour ce que vous venez de dire. La juge présidente, je pense que c'est la meilleure façon de concevoir sa déclaration. Elle fera partie des plaidoiries finales. Maître Lauchi, nous ne contesterons pas cela. La juge présente très bien. Nous allons faire la pause et reprendre à 11h35. All right. Veuillez vous lever.